Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé à l'occasion de la 14e édition du Salon Go 2025. Donc, je suis Eric, je suis conseiller numérique au sein de la CCI de la Moselle et je suis accompagné de ma collègue Maud Minette qui va se présenter Oui, aussi à son tour. donc bonjour à tous, je suis Maud Minette, chargée de développement numérique à la Chambre de métiers et de l'artisanat de Moselle. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle. Donc, on va voir ce que c'est l'intelligence artificielle pour remettre un petit peu de contexte. On va parler ensuite d'IA générative. On va vous présenter un petit peu les IA génératives qui sont les plus connues et les plus utilisées. On va voir comment les utiliser efficacement au sein de votre activité et au quotidien. Et ensuite, on verra quelques petits points de vigilance. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions dans le chat et on y répondra en fait en fin de session. Donc, à savoir aussi que la visioconférence est enregistrée et sera disponible prochainement sur les chaînes YouTube de la CCI ainsi que sur les chaînes de la CMA. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, la première slide. Donc, pour commencer, on va présenter quelques chiffres. Donc, les chiffres principaux, donc à savoir que 26% aujourd'hui des TPE-PME utilisent déjà des solutions d'intelligence artificielle, à savoir que ce chiffre a doublé en un an et je pense qu'il va encore vraiment doubler sur les prochaines années. Donc l'usage le plus fréquent, les plus fréquents qu'on a aujourd'hui, ça va être avant tout la génération de texte, d'images ou de voix avec différentes IA génératives, la recherche d'informations, les chatbots qui se développent de plus en plus, ou encore les assistants virtuels. Mais on a aussi tout ce qui est analyse documentaire. Après, au niveau des secteurs, il y a quand même des différences sectorielles qui sont plus ou moins marquées. Bon, bien évidemment, les entreprises qui actuellement utilisent le plus des solutions d'IA, ça va être les entreprises du numérique, avec 51%. On va aussi avoir tout ce qui est services un petit peu annexes, services spécialisés, le juridique, les bureaux d'études, les services à la personne. On note quand même un chiffre de 29%, qui pour le coup est assez impressionnant. Et enfin, derrière, donc une différence sectorielle avec notamment l'agriculture et l'agroalimentaire qui, pour le moment, n'ont pas encore mis en place beaucoup de solutions d'IA. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? Donc, concrètement, en fait, c'est un système informatique qui est capable d'effectuer des tâches qui, normalement, vont nécessiter une intelligence humaine. Donc, si on remet un petit peu quelques repères historiques pour vous situer, euh, l'IA, elle apparaît de base dans les années 50 avec le fameux test de Turing, hein. Vous savez, le test en fait qui va servir à mesurer si une machine peut se faire passer ou pas pour un humain. Et si c'est le cas, en fait, la machine en fait réussit le test de Turing. En 97, on a notamment le fameux Deep Blue d'IBM qui va battre le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Ensuite, dans les années 2000, on va avoir l'explosion d'Internet, la big data, tout ça. Et ensuite, là, plus récemment, dans les années 2020, l'essor d'outils comme ChatGPT et autres outils d'IA générative. Donc l'IA repose sur deux principes. C'est d'un côté le principe de machine learning. En fait, le machine learning, c'est simplement une méthode où l'IA va apprendre à partir d'une succession d'exemples. Et à ce machine learning, on lui ajoute le deep learning qui va en fait permettre de s'appuyer sur des réseaux de neurones. Vous voyez ça un petit peu comme un cerveau artificiel, où en fait on a des mots qui sont convertis en chiffres et ensuite sont analysés pour en fait comprendre le contexte. Donc ensuite, une fois que la machine est entraînée, elle peut générer des langages, elle peut générer pardon, des phrases complètes dans un langage qui va être naturel. Ensuite, qu'est-ce qu'une IA générative? Si on passe à la slide suivante, parce que là, c'est à ce à quoi on s'intéresse. Donc, une IA capable de créer du contenu original. Donc là, ça va être à la fois du texte, mais aussi de l'image, de la vidéo, du son, et qui va générer des résultats qui sont basés sur ce qu'on appelle des données d'entrée. Donc, en gros, l'IA générative, ça permet à une machine de créer du contenu euh, à travers ce qu'on appelle un modèle de langage. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais si vous voulez plus d'informations sur ça, c'est ce qu'on appelle les LLM, Large Language Model. Donc l'idée, en fait, c'est que ces machines-là, comme ChatGPT et autres, elles ont été entraînées pendant de longues périodes sur une grosse quantité de données, que ce soit des encyclopédies, des articles, des actualités, etc., pour apprendre en fait à prédire le mot le plus probable dans une phrase. Donc à savoir que l'idée clé, c'est que ces outils comme ChatGPT en fait ne pensent pas. C'est des réponses statistiques qui sont basées sur un corpus d'apprentissage. Et actuellement, par exemple, le corpus d'apprentissage de ChatGPT s'arrête à juin 2024. Et après, il peut, selon les requêtes que vous faites, utiliser des informations qui sont issues du web.
Ensuite, si on passe à la slide suivante, je vais vous présenter les IA en fait génératives les plus connues. Donc on commence avec une française. Vous avez Le Chat de Mistral AI. Donc ici, comme je l'ai dit, Le Chat, c'est une IA française qui fait pratiquement la même chose que ChatGPT, sauf que son gros point fort, en fait, c'est qu'elle peut beaucoup plus facilement s'implémenter au sein d'entreprises. Et vous avez aussi, elle est aussi encadrée par le RGPD, donc au niveau de la protection des données, on a un petit peu plus de recul que sur des IA américaines comme ChatGPT, Gemini ou autres. Donc ChatGPT, vous le connaissez certainement. Perplexity, pour le coup, je vous incite à l'utiliser, qui est une IA qui va vous permettre beaucoup plus en fait de faire des recherches de l'actualité récente. Si vous voulez faire de la veille sur votre secteur d'activité, c'est très intéressant. Gemini, que je vous conseille beaucoup pour si vous utilisez déjà les outils de Google. Et enfin, Copilot qui s'intègre en fait à Microsoft avec Outlook, Word, Excel, et qui est vachement utilisé dans ce cadre-là bien précisément. Ensuite, sur la slide suivante, les usages possibles de l'IA générative. Donc retenez en fait que basiquement, vous en avez deux. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, vous en avez deux. Donc en tant que compagnon de réflexion, donc ça va être majoritairement pour générer des idées, le fameux sortir de la page blanche, confronter ces idées, en trouver d'autres, mais également déjà interagir avec des données existantes, donc la fameuse intelligence documentaire. Et la deuxième, c'est en tant qu'assistant de production. Donc là, ça va être tout ce que Maud va vous présenter juste après, qui est voilà, la création de contenu, l'élaboration de plans, etc. Donc maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Maud qui va vous présenter justement les différentes façons que vous avez d'utiliser l'IA générative dans votre quotidien, de votre activité. Alors, merci beaucoup Eric. Donc l'IA générative, pourquoi faire? Finalement, vous l'utilisez peut-être déjà beaucoup pour tout ce qui est réseaux sociaux, avec de la création de contenu, planning éditorial, mais aussi pour la génération d'images et de vidéos et de musique. Vous pouvez l'utiliser aussi pour les avis clients, par exemple répondre aux avis que vous avez sur votre fiche Google, aussi pour analyser les avis, la traduction avec des documents, des mails, des fichiers, avoir des idées, proposer des variantes de texte, donner des points de départ. L'administratif avec des modèles de contenu, par exemple, enfin de documents, vous pouvez l'utiliser pour des trames d'entretien individuel, analyse chiffrée avec des générations de formats, commentaires de données, ou alors des accès à l'information avec un argumentaire et une veille. Donc, comment rédiger un bon prompt? Donc, qu'est-ce que c'est un prompt? C'est une requête, par exemple, sur ChatGPT. Le prompt, il doit être clair, avoir un contexte et un format et un ton. Donc, il faut vraiment utiliser un vocabulaire qui est simple et une demande précise, pas d'utilisation de jargon. Un contexte, apporter des informations spécifiques avec un objectif. Est-ce que c'est pour promouvoir un produit? Est-ce que c'est pour se faire connaître? Et une cible, ça peut être une cible, par exemple, pour les entreprises, pour les consommateurs. Voilà, il faut vraiment guider la réponse. Plus vous allez donner de contexte, plus la réponse, elle va être finalement adaptée à votre besoin. Aussi, le format et le ton. Il faut définir un format. Est-ce que c'est un tableur Excel? Est-ce que c'est pour un post sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux? Et le ton que vous pouvez attendre. Peut-être que votre entreprise utilise le ton, je sais pas, de l'humour. Et ben, finalement, elle va pouvoir faire une réponse dans ce sens. Donc après, nous allons voir quelques conseils pour bien utiliser l'IA générative. Donc déjà, vous pouvez commencer finalement petit. Initiez-vous avec des projets assez simples, par exemple la création de contenu. L'objectif, c'est vraiment comprendre comment l'IA peut s'intégrer dans vos processus existants. Vous pouvez aussi former vos équipes en investissant dans la formation pour être plus à l'aise avec ces outils. Ça peut être par exemple de l'investissement, pas forcément financier, mais un investissement de temps avec la lecture d'articles. Il y a beaucoup d'articles sur le sujet et encore plus parce qu'il y a de l'intelligence artificielle, des nouveaux outils qui arrivent, donc vous pouvez vous mettre aussi à jour avec ça. L'objectif, c'est vraiment maximiser l'efficacité. Vous pouvez aussi combiner l'IA et l'expertise humaine. Il faut vraiment utiliser l'IA comme un assistant plutôt qu'un substitut. Là, par exemple, petite anecdote, mais mardi, il y a eu une pause de ChatGPT suite à l'incident Cloudflare. Et ben, il y a plein de gens qui l'utilisaient au quotidien finalement, qui ont été à l'arrêt. Donc voilà pourquoi c'est vraiment comme un assistant. Donc il faut aussi affiner les résultats avec votre expertise. C'est vous qui connaissez le mieux votre sujet. Donc vous pouvez lui dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a dit. Donc voilà, tester, affiner, avant déploiement, contrôler et tester les résultats générés par l'IA et aussi apporter des jugements si nécessaire. C'est vous l'expert dans votre domaine. Vous pouvez lui demander, bah, tiens, peux-tu me citer des sources, des choses comme ça pour voir si vous êtes d'accord.
Et enfin, quelques points de vigilance finalement avec cette IA générative. Alors, faites attention à la confidentialité et la protection des données. Tout ce que vous mettez finalement sur ChatGPT, enfin, sur chaque IA, mais on va dire ChatGPT par exemple, ne vous appartient plus vraiment. Il y a aussi des erreurs et des biais. Il y a des IA qui ont développé la fâcheuse tendance à flatter aussi et à valider, encourager l'utilisateur, parfois jusqu'à l'absurde. Donc faites attention, relisez aussi tout ce qu'il peut dire. Une dépendance excessive, comme on l'a dit, mais aussi un impact sur l'environnement, à savoir que l'IA générative, elle est particulièrement énergivore avec les data centers, les algorithmes complexes et la consommation d'énergie. Donc maintenant, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que, comme j'ai pas l'impression qu'il y ait forcément de questions, on a recensé en fait des questions qui sont souvent posées lorsqu'on se déplace, en entreprise pour des accompagnements ou autres. Donc on va vous donner un petit peu des réponses qui, je pense, peuvent vous parler de ce côté-là. Donc tout d'abord, une question qui nous est posée assez régulièrement, c'est: est-ce qu'il existe en fait des IA qui sont adaptées à certains métiers ou certains secteurs d'activité? Donc la réponse en fait, c'est oui. Pour vous donner des exemples, typiquement dans le commerce, on va trouver beaucoup plus, des outils, par exemple, pour tout ce qui est analyse des ventes, créer des visuels produits. Un bon exemple, en fait, qu'on a, par chez nous, si vous voyez la franchise, la boulangerie Ange, par exemple, elle utilise depuis quelques mois, en fait, une solution d'IA prédictive sur ses 120 enseignes pour en fait déterminer au jour le jour combien de pain au chocolat est-ce qu'elle va devoir produire, combien de personnes est-ce qu'elle va devoir embaucher à tel moment de l'année, etc. Donc ça, c'est une bonne utilisation dans les commerces. Dans le tourisme, pareil, les musées, les différentes expositions commencent à utiliser l'IA. Pour les RH, pour tout ce qui est analyse des CV, recrutement. Dans l'industrie également, ça se fait de plus en plus pour détecter des pannes, tout ce qui est maintenance, prédictive, et cetera. Mais retenez en fait que chaque métier en fait peut utiliser l'IA. Aujourd'hui, on a des nouvelles solutions qui apparaissent tous les jours, peut-être même qu'au sein de vos logiciels, vos ERP, vos logiciels de gestion de relations clients, vous avez déjà des modules en fait avec l'IA qui commencent à s'intégrer dedans. Mais en fait, aujourd'hui, ce qui va rester le plus polyvalent pour le moment, c'est des outils d'IA générative comme Mistral, comme ChatGPT ou qu'encore Gemini. Voilà. Donc maintenant, une autre question que Maud va vous présenter aussi, qu'on nous pose assez régulièrement. Oui, on nous pose souvent la question que quelles sont les informations finalement à ne pas fournir? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce que vous mettez et que vous rentrez finalement dans ChatGPT ou autre ne vous appartiennent plus vraiment. Donc tout ce qui est données sensibles pour votre entreprise, à savoir par exemple, je sais pas moi, des coordonnées bancaires, des informations de compte d'investissement, peut-être aussi les partenaires avec qui vous travaillez, si c'est de la donnée qui n'est pas mise en avant. Voilà, c'est des choses qu'il ne faut pas forcément mettre ou avoir conscience qu'on peut l'utiliser ou on peut retrouver ce que vous mettez aussi. Je vois une petite question dans le chat, une personne qui nous dit qu'elle prévoit de racheter un fonds de commerce dans la restauration. Donc en fait, vous, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il existe en fait des IA qui sont spécialisées pour la restauration, notamment une qui émerge de plus en plus, à voir en fonction de vos besoins et aussi de la taille de votre activité. Il y en a une qui s'appelle Full Moon, qui est de plus en plus utilisée dans la restauration. Sinon, en fait, le mieux, c'est que sur des logiciels métiers qui sont propres à la restauration, comme je le disais avant, voir s'il y a des modules IA qui peuvent s'intégrer. Après, généralement, sur les logiciels, et c'est le cas de Full Moon, ça va être intéressant si vraiment vous avez plusieurs restaurants. Si vous avez un seul unique restaurant, il n'y aura peut-être pas assez de données, parce que je ne l'ai pas assez dit, mais le nerf de la guerre dans l'IA, c'est la donnée. Voilà. Et enfin, une dernière question aussi qu'on avait, si je vois qu'il n'y en a pas d'autres, c'est un petit peu au niveau des solutions, des formations que les chambres de commerce, les chambres consulaires, la chambre des métiers peuvent vous proposer pour vous accompagner. Donc nous, on fait plusieurs choses. On fait à la fois de la sensibilisation avec l'organisation de webinaires, de conférences, mais aussi récemment des cafés IA. C'est des petits moments un petit peu plus informels qui généralement ont lieu assez tôt le matin. On fait venir en fait un expert IA sur un sujet bien précis et vous pouvez venir en fait et échanger, partager votre retour d'expérience et justement voir ce que les entreprises autour de vous font et comment elles réagissent à la thématique qui est exposée. On fait également des diagnostics qui sont intégralement pris en charge si votre entreprise y est éligible. Des formations un petit peu plus poussées, des ateliers aussi sur la rédaction de prompts
ou après sur d'autres sujets aussi, en lien avec la communication, etc. Et des accompagnements personnalisés en entreprise qui peuvent être faits, qui sont vraiment adaptés à votre structure. Donc voilà les choses qu'on peut un petit peu vous proposer. Comme il n'y a pas d'autres questions, il y avait une autre question? Oui, on a une question de Marem Je l'avais pas qui vue. nous demande justement comment éviter que ces données soient vulgarisées vers d'autres modèles. Aude, vous voulez peut-être répondre? Vous pouvez mettre, par exemple, quand vous mettez des données sur le prompt, vous pouvez mettre je sais pas, des textes à trous, des choses comme ça. Et aussi, je sais que dans ChatGPT, vous pouvez décocher, alors je sais plus exactement c'est quel terme, mais vous pouvez décocher quelque chose pour pas qu'on utilise finalement les données, enfin vos données et que ça reste juste pour vous. Oui, parce que Marem vous demande, voilà, elle dit que est-ce que l'on peut vraiment faire confiance à l'IA? Parce que si on prend l'exemple de ChatGPT, on voit qu'il pousse à divulguer le maximum d'informations en posant des questions en fait à chaque coup, quoi. Donc, Alors, il va poser des questions en fait pour aussi connaître et avoir finalement le plus de données possible, mais pour que le prompt en fait, enfin la réponse, elle soit cohérente avec avec votre demande. Après, vous pouvez totalement arrêter de lui donner de l'information et aussi tout à l'heure je disais pas fournir de la donnée trop sensible pour votre entreprise. C'est à vous aussi de mettre le curseur à quel moment vous voulez pas forcément mettre je sais pas moi de la donnée trop sensible. Si vous dites que vous êtes un café ou une boulangerie, par exemple à Metz, qui a, je sais pas moi, 100 personnes par jour et elle vend plus de pain au chocolat et elle aimerait vendre plus de croissants simples, c'est pas de la donnée sensible que vous allez mettre. Après, plus vous allez dire, enfin, je sais pas moi, par exemple votre adresse et donner beaucoup plus d'informations comme ça, oui, bien sûr, là, jusque-là, l'entreprise, enfin, l'IA pourra savoir qui vous êtes, mais faites attention à ce que vous mettez. Je pense qu'il faut faire attention, comme tout, quand vous mettez, vous faites une recherche sur Google, il faut quand même faire attention à vos, ou d'autres moteurs de recherche, mais à faire attention à ce que vous faites avec ces données. d'ailleurs, il y a Ariane qui vous rejoint là-dessus et qui dit à l'ensemble des personnes qui sont présentes, effectivement, le point de vigilance, c'est que souvent ChatGPT invente des sources qui n'existent pas et donc du coup, elle dit qu'effectivement, le double checking est indispensable. À titre d'exemple, si vraiment vous avez envie de donner de fausses informations à l'IA, vous pourriez très bien vous amuser à créer en fait pendant plusieurs mois du contenu factice qui n'existe pas, en créant des sites internet, en créant des articles, etc. Et en fait, l'IA va pouvoir intégrer ce contenu. Et on avait eu un exemple en fait où un intervenant nous disait qu'il avait inventé une nouvelle discipline au JO et qu'après plusieurs mois en fait où il avait créé du contenu dans ce sens-là, il avait posé la question à différentes IA et en fait l'IA lui avait dit que cette discipline existait alors que c'était complètement factice. Donc faites attention aux sources, toujours comme le dit Ariane, un double checking, effectivement. Ouais. Alors, on a une autre question qui nous demande aujourd'hui quelle est l'IA qui serait adaptée pour le secteur du nettoyage? Alors là, pour le secteur du nettoyage précisément, dans l'immédiat, je ne pense pas qu'on peut vous répondre. Il y en a certainement qui se font. Après, à savoir que pour beaucoup d'IA, en fait, vous allez avoir des logiciels en fait, qui sont des logiciels qui s'adaptent à plusieurs aussi activités. Et il y a une part d'IA qui est intégrée dedans. Donc spécifiquement, pour des besoins inhérents au secteur du nettoyage, il faudrait creuser un petit peu plus le sujet, peut-être à l'occasion d'un diagnostic ou autre. Mais là, comme ça, plutôt regarder vers des IA généralistes et qui vont justement faire des tâches qui peuvent aller sur le secteur du nettoyage, mais aussi sur d'autres secteurs. Mais il faudrait creuser la question. On a aussi une question de Gaël qui nous demande, est-ce que vous avez des diag optimisation des process par l'IA? Alors là, ça va dépendre de qu'est-ce que vous entendez par optimisation des process. Ça dépend de votre secteur d'activité. On va dire que les diagnostics numériques qu'on fait actuellement, c'est plutôt de la sensibilisation, des choses assez générales sur l'IA. Après, on peut se diriger vers des ateliers ou des accompagnements individualisés. Et pour tout ce qui est optimisation des process, peut-être dans l'industrie, là, il existe justement des diagnostics un petit peu plus poussés, avec notamment un dispositif qui s'appelle l'EDIH. Donc, si votre entreprise y est éligible, il existe aussi des solutions financières assez importantes pour la partie industrie. Et ça, c'est encore un autre sujet. Et enfin, on a Sandra qui nous pose la question, Maud, peut-être que tu pourras lui répondre, qui nous dit, qu'est-ce que dit Calliope sur l'utilisation de l'IA pour créer des contenus de formation? Alors, ce que dit Calliope, pour être honnête, je n'en sais rien, mais vous pouvez aussi l'utiliser, par exemple, pour créer une IA, vous pouvez l'utiliser pour créer de la formation, pour créer un scénario pédagogique, par exemple. Après, que dit Calliope,
Là, par exemple, je ne sais pas, vous me posez une colle. Oui, à ce moment-là, il faut voir éventuellement, enfin voilà, si Calliope est en lien. Là, on parle de créer des contenus de formation. Oui, mais vous pouvez totalement en créer finalement et demander un scénario pédagogique, par exemple, et aller plus loin et aussi vous donner un cadre. Par exemple, tout à l'heure, on disait enlever le syndrome de la page blanche. Vous pouvez avoir une trame et ça peut vous aider à aller pousser vos idées, par exemple, et aller plus loin. Donc, vous pouvez l'utiliser comme ça. En tout cas, si vous souhaitez creuser un petit peu plus ces questions appropriées à votre entreprise, que vous soyez en micro-entreprise, en société ou autre, vous pouvez peut-être, en fonction de votre secteur d'activité, bénéficier d'un diagnostic entièrement pris en charge. Donc n'hésitez pas en fait à revenir vers nous, à nous contacter, que ce soit la CMA ou que ce soit la CCI Moselle. On pourra justement prendre rendez-vous, se déplacer dans votre entreprise et faire un point avec vous sur toutes ces questions-là. Voilà. Donc, on arrive maintenant à la fin de ce webinaire. Donc, merci à tous pour votre participation et pour vos questions. Donc, à savoir que le Salon Go se poursuit encore jusqu'à la fin de la semaine, avec plusieurs vidéoconférences qui vont encore avoir lieu. Et pour rappel, le vendredi 21 novembre, donc ce vendredi, de 9 h à 17 h, sera lieu en présentiel au sein de la Chambre des métiers à Metz. Donc, n'hésitez pas à venir ce jour-là pour échanger avec nous sur vos projets. Et sinon, tout ce qu'on a à vous souhaiter, c'est une bonne continuation dans vos projets. Voilà. Merci à tous. Merci, au revoir.